plaisir est pour nous de vous retrouver sur la web radio Djena. C'est l'heure de l'émission Djena Sport, votre rendez-vous hebdomadaire qui aborde les sujets de l'heure. La difficulté de formation des jeunes footballeurs au Togo, le thème était déjà au cœur de la journée de réflexion tenue le 1er juillet dernier à la Fédération togolaise de football. Initiative World Sport Management, représentée sur ce plateau d'ailleurs par son directeur général. Nous évoquons encore un pan de l'actualité lié à la question de l'agrément qui reste toujours de la mer à boire pour les académies et les centres de formation. Tout est lié. On évoque donc les deux sujets avec nos invités qui sont déjà sur le plateau. Nous sommes forcément avec, bien sûr, l'initiateur de cette journée de réflexion à la Fédération togolaise de football, Hugues Orobi Rode. Il est le directeur général de World Sport Management. Il est intermédiaire FIFA. Hugues, bonjour. Oui, bonjour Latif et bonjour à tous nos éditeurs. Intermédiaire FIFA ou intermédiaire de joueurs? Intermédiaire de joueurs simplement. Voilà. Également sur ce plateau, puisqu'on parle de formation, on parle forcément des académies, nous sommes avec le secrétaire général de l'académie Jeunesse Sporting Ouara les vainqueurs. Alors, Eric Adontuy, bonjour. Bonjour, cher frère Latif. Vous allez bien? Très bien. Forcément, voilà pourquoi vous êtes avec nous. Et puis pour nous accompagner, comme toujours, Eli Modeste, Eric Atipo, il a plusieurs noms. Il est de notre rédaction. Je rappelle également qu'il est le responsable des programmes. Eli, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent sur le www.radio.djena.info et bonjour à Hugues Rode et puis à Eric Adontuy. World Sport Management, le nom revient toujours. C'est quoi World Sport Management, Hugues? Oui, c'est une société que nous avons créée en 2004 qui est dans le domaine du management du sport, les conseils, marketing, gestion des événements sportifs. Donc, on est là avec un bureau au Togo et un autre au Mali. Et je peux dire que ça va, on tourne autour des joueurs, on fait des matchs amicaux. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes autour du football aussi, surtout. Alors, vous avez mené une action, on va en parler tout à l'heure, vous avez mené une action qui évoque la difficulté de formation. C'est de votre prérogative ou c'est parce que justement vous avez senti qu'il y avait un besoin, Hugues Orobi Rode? Non, en fait, cela relève un peu de la prérogative de la fédération qui agit par délégation des pouvoirs sur le football. Notamment, et nous en tant qu'acteurs aussi, on a senti qu'il y avait ce besoin, ce vide, parce qu'on a une expérience qu'on cultive depuis pratiquement une quinzaine d'années un peu, autour du football notamment, et autour de ce qui se fait à l'extérieur. On a notamment voyagé beaucoup, certainement sur les 4 continents. On est un peu plus installé dans certains pays où ça marche un peu plus, notamment au Mali. On a notre expérience au Mali, au Sénégal, en Guinée. Et c'est cette expérience, ce vide que nous avons trouvé sur place, et on a ressenti ce besoin d'accompagner la fédération et on a initié le projet. On a eu un feedback qui a été vraiment tout de suite accrocheur et on s'est impliqué. Donc je peux dire que c'est dans ce sens-là que ça a été une collaboration entre notre société et la Fédération togolaise de football. Vous avez été un acteur de loin ou un participant de loin, si on peut le dire ainsi, Eric Adontuy. Alors, la pertinence d'une telle initiative? Je crois que c'est à saluer à juste titre ce que le grand frère est en train de faire parce que les difficultés de formation des joueurs à la base, c'est une question qui revient à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau administratif, au niveau même de l'organisation même des centres. Donc c'est une thématique qui va quand même nous aider. Nous, en tant qu'acteurs à la base, comme centre de formation, ça va vraiment nous aider à mieux nous orienter pour voir qu'est-ce qui peut être fait au mieux dans les jours à venir. Au niveau de la presse, ça a été également salué cette initiative ou c'est avec beaucoup d'appréhension que cette initiative a été prise, Eli?
Écoutez, je crois que quand on parle de formation au Togo, ça fait beaucoup jaser, ça apporte des critiques, ça apporte beaucoup d'interrogations par rapport à tout ce qui se fait. Mais je crois que cette initiative de débattre, de réfléchir sur l'intention, ou bien la manière de gérer ces centres de formation, ou bien la formation des jeunes, je crois que c'est de bonne guerre. Ça a été une très belle initiative de la part de World Sport Management et qu'il faudrait encourager ça de toute manière. Voilà. Alors, difficulté de formation. Lorsqu'on veut aller plus dans les profondeurs, Hugues Orobi-Rode, qu'entendons-nous par difficulté de formation? Mais écoutez, nous avons senti qu'aujourd'hui, on a fait un peu le diagnostic autour des jeunes talents togolais. On a vu que beaucoup n'émergent pas, beaucoup ne sortent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, notre expérience donnée autour de la chose, c'est que le potentiel est le même partout. Dans chaque pays, on a le même potentiel. Mais c'est la façon de cultiver ce potentiel-là, c'est la façon de former ces jeunes qui arrivent à vous déterminer les talents que nous avons demain. Notamment, par exemple, l'exemple le plus simple est la France. Quand la France a révolutionné notamment le système de formation chez elle, on a retrouvé les jeunes Français partout dans tous les pays, notamment sur les 5 championnats majeurs. Ils sont très demandés, très sollicités. Et vous avez les recruteurs même, surtout anglais au départ, qui venaient chercher les jeunes Français déjà à l'âge de 15-16 ans. C'est comme ça que les Paul Pogba et autres sont partis et autres. Donc on a senti que tout se fait au niveau de la formation. Et la FIFA l'a martelé si bien en disant que voilà, la formation détermine le football de demain. Donc on a vu qu'aujourd'hui chez nous ici, ça fait de 5 à 6 ans, il n'y a plus de jeunes qui arrivent à émerger, qui arrivent à sortir. Pourquoi ? Notre expérience sur la place nous a dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Sûrement c'est pas manque de talent potentiel, non, c'est plutôt par formation. Et c'est pourquoi on a cherché à s'impliquer sur la formation. Parce que moi je peux vous dire par exemple, en 2008 nous avons créé l'association des agents de joueurs du Togo. En 2008. En 2008, j'ai été le tout premier président et on a organisé la compétition, c'était le tournoi des académies du Togo en 2008. Et il y avait en ce moment-là, Loufade Adekambi qui revenait au Togo, qui a mis en place son académie. Le CDS au Loufade. Ils ont été les tout premiers à le remporter, ce tournoi-là. C'était une belle joie autour de ces enfants, de ces gosses à Agua et autres. Et ce tournoi lui a permis d'asseoir des partenariats avec des clubs, notamment belges. Et après, nous, c'était une première à lancer. Lui-même, il a récupéré après pour en faire un tournoi chaque année. Mais c'était l'initiative qui lui a permis vraiment de se lancer. Donc, pour comprendre que la formation peut arriver à amener loin. Peut arriver à ce que aussi les acteurs, notamment les joueurs et les promoteurs de centres de formation, puissent s'en sortir. Aujourd'hui, on a constaté que les gens dépensent de l'argent, ils forment et ils ne sortent aucun joueur. Chaque année. Vous avez, par exemple, Swallows, vous avez Delta, Liberty. Mais on s'est dit, mais pourquoi ici, on n'arrive pas à sortir les joueurs? Pourquoi ailleurs au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, chaque année, on sort 2 ou 3 et 4 et qui réussissent? On s'est dit, il fallait qu'on touche toutes les problématiques liées à la formation, notamment lors de ce séminaire-là. D'accord. Alors, on parle de façon globale de la difficulté de formation et de façon particulière au niveau de Ouara. Quelles sont vos difficultés au niveau de la formation? Eric Adantui. Merci bien. Au niveau de Ouara, il faut dire que les difficultés sont à plusieurs niveaux. Déjà au niveau organisationnel. Nous avons de très bonnes volontés qui sont là pour nous accompagner, mais derrière, les parents sont un peu timorés. Il y a plusieurs parents, ils ont vu les enfants jouer, donc ils ont envoyé leurs enfants, qu'on convoque les réunions et autres. Difficilement on peut regrouper 30 ou 40 parents, alors qu'on a plus de 100 joueurs chez nous. À ce niveau, déjà au niveau des parents, c'est déjà une grosse difficulté. Au niveau également des équipements, le terrain, voilà, on n'a pas un terrain propre à lui. C'est le terrain de EPP Philippe que nous utilisons, que plusieurs clubs même utilisent. Donc il a fallu qu'on s'organise autour de ça pour voir quel jour on peut s'entraîner. Ça veut dire que le terrain n'est pas à nous à 100%, c'est-à-dire au niveau du terrain. Au niveau également de la question financière est là. Elle est un peu partout, comme vous le savez. S'il n'y a pas de l'argent, tout est difficile. Le ballon, il faut acheter les ballons, il faut acheter les maillots, il faut faire voyager les équipes, il faut avoir les bus et autres. Donc c'est des choses un peu quand même difficiles chez nous. Mais nous essayons quand même de faire de notre mieux. Et à ce jour,
nos principales difficultés restent quand même l'organisation interne. Nous avons un DT qui est là, mais qui n'est pas là en plein temps. Il a d'autres activités, il va, il revient. Nous avons un coach principal, on a pu former autour de lui d'autres coachs qui l'accompagnent, mais en fonction des différentes catégories que nous avons, ce n'est pas vraiment ça si nous visitons également d'autres centres de l'extérieur ou autres. Donc c'est dit que les difficultés sont à tellement de niveaux qu'on ne pourra pas tout citer. Lorsqu'on fait la somme de ces deux réactions, alors, Elie, on comprend que, par exemple, la France a su révolutionner sa formation. Ça suppose qu'il y a eu une volonté qui est venue de quelque part. Lorsqu'on prend la réaction de Eric, il a souligné, mentionné un nom, il a parlé de directeur technique. Au Togo, ce n'est pas une réalité, en fait. Oui, au Togo, la question du directeur technique n'est pas du tout une réalité. La dernière fois, je le disais, quelque part, on pourrait avoir 1000 directeurs techniques nationaux pour chaque fédération, que si l'État ne se décide pas véritablement à adopter une politique sportive, ces directeurs nationaux ne pourront rien faire. Hugo Rode a donné tout de suite l'exemple de la France. C'est qu'en France, à un moment donné, l'État a su où est-ce qu'il voudrait amener le sport en général et le football en particulier. D'où la mise en place du centre Clairefontaine. Et c'est parti véritablement de ça en Europe. Clairefontaine, ça a été l'exemple pour les Espagnols, ça a été l'exemple pour, comment appelle-t-on, les Allemands également. Et c'est l'impression, la direction que la France a voulu impulser à son football aujourd'hui qui a fait qu'on a eu 98 et derrière on a eu la belle génération de 2018 où ils sont encore jeunes. Quand vous prenez même l'Espagne, pour moi j'aime plus m'inspirer de l'Espagne en cette manière. Parce que quand vous regardez l'Espagne, depuis les tout petits, on leur inculque une façon de jouer. C'est-à-dire le tiki-taka, on prend le bal, on se le passe jusqu'à ce qu'on arrive en attaque. Mais on ne saute aucune ligne. On ne saute aucune ligne. Ça rejaillit directement sur quoi? Sur la formation de certains clubs. Le Real Madrid, Valence, Barcelone, tout ce monde aujourd'hui en Espagne, ils ont une identité. Donc, ce qui fait que même au niveau des équipes des jeunes, à partir de moins de 17 ans, moins de 19 ans, moins de 20 ans, moins de 21 ans, toutes les équipes espagnoles ont cette tendance à jouer de la même manière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une direction technique nationale est une politique sportive nationale devient une impérieuse au Togo pour nous de l'avoir. Maintenant, quand on regarde... Mais elle existe, cette politique nationale. C'est des lois, c'est des chartes, c'est des arrêtés, c'est des décrets qui tous finissent dans les tiroirs. Voilà, sinon ces lois sont là au Togo. Non, vous savez, le cadre est bien là. Non, vous savez, au Togo, nous avons les plus belles lois quand vous regardez peut-être de la sous-région de l'Afrique et même parfois du monde. Mais c'est l'application de ces lois qui pose problème. Et quand on parle de centres de formation, nous avons devant nous un arrêté du ministère qui définit les centres de formation, qui dit comment est-ce que ces centres de formation vont fonctionner. On parlera maintenant, de ça, quand vous regardez Ouara qui donne exemple de terrain, ça commence par là, les infrastructures, il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on veut développer ce football? Aujourd'hui, on s'appuie toujours à être assez euphorique, en restant dans la nostalgie, en disant on était à la Coupe du Monde 2006, excusez-moi, on n'est pas les étoilistes. Il faut se rendre véritablement à l'évidence que 2006 appartient au passé, que le présent du football togolais, il n'est plus glorieux et qu'il faut repartir réellement sur la base, c'est-à-dire former les jeunes pour pouvoir assurer la relève des grands. Aujourd'hui, Adebayor, il est finissant. On n'a plus un Waké, on n'a plus un Agassa, on n'a plus un Daré, on n'a plus un Romao. Tout cela, ça doit nous poser des questions. Comment est-ce qu'il faudrait faire pour former les jeunes afin d'assurer la relève? Et aujourd'hui, c'est un manque à gagner aussi pour vous qui êtes agent intermédiaire, Hugo Rode. Non, pour nous, forcément, ce n'est pas un manque à gagner parce que vous n'avez pas de bons éléments sur le terrain. Mais nous sommes ouverts sur le monde entier. D'accord. Donc c'est un manque à gagner au Togo pour vous. Au Togo pour nous, voilà. Mais nous, on se plaint beaucoup plus pour les clubs. Pour les clubs. Si nous, on est aujourd'hui venus accepter, s'impliquer, c'est surtout par rapport au club. Sinon, on peut... Votre rôle également, c'est que ça marche. C'est que ça marche chez nous. Voilà. Parce que, comme on le dit, c'est chez nous. Oui. Longtemps, on a été sur place. On a travaillé sur la politique nationale de sport. Oui. Vous avez été acteur, disons, sur les chartes, sur comment financer le sport en général et autres. Le développement du sport en général, on a déjà tracé cela. Mais l'application, comme on le dit, fait défaut. Et aujourd'hui, on s'est dit, on ne va pas attendre qu'il y ait une direction technique nationale pour poser les problématiques. Quand vous allez à la fédération aujourd'hui, il n'y a pas de base de données qui est là. Quand vous demandez une information qui relève de la direction technique nationale, personne ne pourra vous la donner. Donc, il faut aujourd'hui
en attendant que ça se mette en place, créer une base de données de ce qu'il faut faire pour demain. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous voulons faire à travers cette journée de réflexion. Parce qu'on a posé toutes les problématiques, et ensuite maintenant, la conduite à tenir par rapport à cela, on va mettre en place un cahier de charges pour ça. Et donc aujourd'hui, pour revenir à ça, les clubs, les investissements, comment se faire former, comment même l'arrêté doit être revisité aujourd'hui. Oui. Et parce que tout le monde ne peut pas avoir disons, la même catégorisation au niveau des centres de formation. Vous savez très bien que quelqu'un peut-être qui forme ces jeunes, je sais, à Bassar par exemple, ne peut pas avoir les mêmes infrastructures que quelqu'un qui forme à Lomé. On connaît tous nos pays, donc il y a ces réalités qui vont faire que par rapport à la charte, il faut accompagner les gens, mais en mettant une catégorisation dans sur l'arrêté, sur les agréments à donner. On peut avoir par exemple des centres de première catégorie, qui seront ceux qui ont peut-être tout, ceux de la deuxième catégorie, qui n'ont peut-être pas d'infrastructure propre à elles, et aussi 3, 4 et autres. Donc voilà à peu près ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, forcément, comme vous l'avez dit, la base de ce travail-là pour révolutionner la formation passe par la direction technique nationale, qui est une volonté d'abord sportive et politique. Je peux vous donner par exemple des exemples, par exemple au Mali. Oui. La direction technique existe, tout le monde travaille. La catégorisation des sélections sont là. On connaît tous les coachs, tous les staffs plutôt, de tous les staffs. Ces catégories. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne par contrat de 2 ans. Des cadets en senior, ils ont tous des contrats. Vous faites 2 ans avec une obligation de résultat qui est bonne, vous passez à la catégorie supérieure. Les catégories minimes existent aujourd'hui, mais ne sont pas prises en charge par l'État. Donc là, c'est la fédération même qui agit sur les minimes. Mais automatiquement, quand l'entrée des cadets passe en junior, vous quittez avec la fédération en 2 ans, vous passez au niveau des cadets. Et ça permet de suivre, ça permet d'avoir une base de données de ces joueurs-là, de connaître ces enfants, de grandir avec eux et d'avoir des résultats. Donc il faut forcément qu'on mette cela en place. Aujourd'hui, ici, on fonctionne, on n'a pas de catégorie de jeunes. Ça fait depuis 13 ans. La dernière compétition en jeunes était en 2007 qu'on a organisée. Et on a disparu. Donc pourquoi? Ce n'est pas de la magie, il faut travailler. Il faut simplement accompagner. Les compétitions de jeunes sont très importantes. Très importantes parce que quand vous organisez la formation et que les enfants ne compétissent pas, je peux vous dire qu'ils ne progresseront pas. Quand vous avez parlé tout à l'heure de l'Espagne, les clubs de première division et de deuxième division qui ont leur centre de formation compétissent en 3e et 4e division et peuvent même monter en 2e division, je peux vous dire. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont dans cette formation déjà jouent avec ceux qui sont déjà des joueurs professionnels. En France, vous avez les compétitions de jeunes dans toutes les catégories. Donc ici, on n'en a pas. Ça fait 4 ans, même plus, qu'on a pu organiser une compétition U17, U20 pour ces jeunes-là. Ailleurs, ça se fait. Pourquoi? Et c'est la faute à qui, de façon ponctuelle? D'abord, c'est la faute à la fédération. Il faut être concret avec nous-mêmes. La fédération, aujourd'hui, est sous coupole aussi de la FIFA. Et la FIFA a fait de la formation une vision, un pilier de sa vision. Et c'est pourquoi elle finance chaque année d'un certain montant les compétitions de jeunes. Formation, football à la base. Football à la base, la compétition de jeunes est financée. Mais si ces moyens-là ne suffisent pas, cherchons à trouver d'autres palliatifs pour pouvoir attirer des investisseurs, pas des sponsors. Peut-être que la FIFA donne, peut-être, je peux dire, $100 000 par exemple pour les compétitions de jeunes. On sait que ça ne peut pas suffire pour organiser un championnat U17, U20. On peut attirer quelques partenaires et on arrive à un budget de 200 000. Mais c'est ce que Claude Leroy a fait en attirant, par exemple, dans son tournoi Graines du Togo, des partenaires, où il a plus d'une centaine de millions par an. Il organise quelque chose qui ne profite pas, qui n'est pas vraiment la solution à cette formation que nous voulons. Mais il a l'accompagnement. C'est le paradoxe également. Voilà. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que la fédération dise non. On a essayé 3 ans, on fait le bilan, ça n'a rien apporté à nos équipes. Ça n'a pas ressorti un jeune qui est passé peut-être 5 jours, 6 jours, que ce soit au centre de formation de Lyon ou Paris Saint-Germain, et qu'on a dit non, on retient. Quand le jeune est bon, il ne va pas revenir. Il sera retenu. Vous avez le même avis? Il pense que le premier responsable de ces ratés par rapport à la formation, par rapport à beaucoup de choses, le premier responsable, c'est la fédération. Ce n'est pas le seul responsable, mais le premier responsable, selon Hugues Rode.
En tout cas, je le disais à Nov tout à l'heure que le poisson pourrit par la tête. Oui. Et quand déjà Vous avez finalement lâché la phrase. Oui, je ne voulais pas le dire, mais je l'ai dit à la fin. Oui. Vous voyez, si déjà au niveau de ceux qui sont de ceux qui dirigent le foot, les directives ne sont pas données. Vous savez que finalement tout le monde va y aller comme il peut. C'est-à-dire on ramasse tout, on fait tout avec, on mélange tout, et à la fin on se retrouve avec rien. Comme le disait le grand frère Hugo tout à l'heure. On prend un jeune qui va aller peut-être, on dit c'est lui qui est sorti champion pour Graines du Togo, pour aller assister à la finale de Europa League, et puis après on le ramène à Lomé. Bon, c'est des efforts, mais qui restent vraiment à refaire. Si les catégories, je prends le cas de... D'autres pensent plutôt qu'il fallait plutôt placer ce jeune-là ailleurs que de le faire, en tout cas, assister. Non. Oui. Il faut bien déterminer les choses. Oui. Il ne va pas simplement assister. Il passe quelques jours d'entraînement dans un centre de formation professionnel. Voilà. Le dernier, c'était au PSG. Vous comprenez? Il passe quelques jours. Oui. Et moi, comme je peux vous dire, connaissant le système de recrutement en France, parce que j'ai mené plein de joueurs là-bas et autres, vous ne pouvez pas amener un joueur sur 30 minutes, sur 1 heure, s'il est bon. Même s'il faille revenir le chercher au Togo, ils viendront vous accompagner. Et c'est comme ça que des centres de formation trouvent des partenaires solides. Parce que quand les gens ont créé Génération Foot et autres, ils n'ont pas tout de suite eu l'accompagnement de Metz. C'est parce qu'ils ont placé un premier joueur à Metz que Metz a senti le besoin d'accompagner ce centre-là sur le long terme. Donc, si l'enfant est bon et que c'est le meilleur recruté vraiment ici sur place dans le Tamis, PSG va revenir au Togo ici, va te dire non, il faut qu'on fasse quelque chose. Il va venir le chercher. Le système est mal fait. Il faut repenser cela, mettre cet argent-là à profit pour d'autres choses. Nous, on va proposer un modèle de compétition où on pourra recruter de meilleurs jeunes. Vous étiez en train de développer un aspect. Oui, évidemment. Et par rapport à ce côté, il y a Sergio Sport qui organise également pendant les tournois de la jeunesse. Tournois de la jeunesse qui regroupe les catégories et autres. Mais toujours comme difficulté, et si je prends la catégorisation des joueurs. Vous voyez, un seul joueur peut avoir 2, 3, 4 naissances. Et à un moment donné, on se demande finalement il est né combien de fois. C'est des difficultés que nous avons. Bon, à tout cas chez nous. Ça, c'est un autre aspect que vous abordez. C'est un autre aspect de la chose. Le joueur, il va, il revient, puisque bon, nous ne sommes pas ses parents. On peut aller à l'école, on prend son nom, on peut le conformer avec sa naissance. Mais au finish, on se retrouve que ce n'est pas la même personne. Et là, c'est des difficultés que nous avons également. Et si ce que Sergio Sport est en train de faire, si d'une manière ou d'une autre, ça peut être accompagné par la fédération, même si je ne sais pas si ça se fait déjà, mais d'une autre manière, pour que ça puisse quand même propulser les jeunes, ça va quand même être un avantage glorieux pour notre football. Parce qu'aujourd'hui, les centres sont là. On en compte des dizaines, des centaines au Togo. AC Foot est là, 2A Foot est là en tant qu'association pour les accompagner. Mais est-ce que ça suffit? Je crois qu'aujourd'hui, ces 2 associations sont là. Et par moment, il y a des réunions que nous faisons, il y a des formations qu'on nous donne. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est véritablement ça? Alors, il y a un constat, il y a un paradoxe, il y a une contradiction qui ne dit pas son nom. Ça manque de compétition de jeunes. La fédération n'arrive pas toujours à organiser un championnat digne de son nom pour les jeunes. Alors, il y a des initiatives qui sont arrivées. Par exemple, les associations d'académies ont quand même voulu lancer un championnat que la fédération a bloqué. Comment ça peut s'expliquer? Est-ce que peut-être la fédération ne veut pas se faire voler ou bien ravir la vedette? Non, écoutez, comme on dit souvent, lorsqu'il y a une salle vide, l'air se plaît à être là-dedans. Donc, vous comprenez, lorsque la nature a horreur du vide, comme on le dit d'habitude. Donc, quand la fédération n'organise pas les compétitions, c'est tout à fait normal que ces centres, peut-être, qui forment des joueurs, qui se disent on forme des joueurs tous les jours, on achète les ballons, on achète les chasubles, on achète les plots, on achète les maillots. Mais comment est-ce que je finis par détecter si l'enfant que je suis en train de former, il est bon? Comment est-ce qu'un enfant peut-il être à l'école sans faire des examens et dire qu'il est bon? C'est à l'examen qu'on trouve que l'enfant il est bon. Et l'examen pour les centres de formation, c'est forcément les compétitions. C'est sur une compétition que l'enfant est dans une certaine adversité et on se rend compte que voilà, cet enfant est en train de passer un palier, voilà ce qu'il faut corriger chez l'enfant, voilà qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire chez l'enfant. Et donc, à un moment donné, c'est normal qu'on ait aujourd'hui 2A Foot, AC Foot, tout ce beau monde-là qui veut organiser une compétition. Parce que la FTF, véritablement,
notamment n'en organisent pas. Vous leur demandez aujourd'hui, quand vous prenez le bureau du colonel Akovi, ça fait 4 ans ils ont déjà passé, on est dans la 5e année, rien n'a été fait jusque-là pour... En fait, ils ne bloquent pas toutes les compétitions. Non. En 2008, Hugo Rode l'a dit, ils ont eu à organiser, il y a Sergio qui en organise, il y a d'autres médias, par exemple Sport FM, Africa Top Sport, il y a eu des médias qui organisent, sauf qu'il y a un mot ou bien une dénomination qu'ils ne veulent pas entendre, championnat. Voilà, ça dépend des championnats. C'est tout à fait normal. Le championnat relève de la prérogative de la fédération. Voilà. Sauf qu'elle ne le fait pas. Vous pouvez l'accompagner en tant que partenaire et donner aussi peut-être votre nom à naming au championnat. Les tournois sont ouverts. C'est ce que font souvent les promoteurs. Tels que Sergio et même de 2A Foot avec Tia et Stéphane Atigossou et plein d'autres. Mais les tournois pendant les vacances, ce n'est pas la solution. C'est pour 2 semaines au plus. Ces tournois ne relèvent pas la solution. Non, le tournoi, moi-même, je peux l'organiser. Je peux inviter des recruteurs, organiser un tournoi sur 2 semaines pour que des gens puissent voir et puissent détecter certains autres. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le championnat doit avoir cours durant toute la saison, au même moment que les championnats de première et de deuxième division. Au même moment, il faut trouver une formule, la formule juste. La formule juste, nous, celle que nous proposons aujourd'hui, que nous allons proposer peut-être dans notre cahier de charge, c'est ce qui se fait par exemple au Mali et au Sénégal, c'est de permettre de jouer dans des championnats U17 et U20, et voire même minimes. Parce que pour moi, il est impérieux pour la question d'âge qui se pose, de commencer par les minimes. Aujourd'hui, nous avons un système qu'on appelle FIFA Connect. Il faut enregistrer les joueurs et quand ils sont enregistrés, ils ont une seule identité. D'accord? Donc, il faut l'enregistrer comment? Il ne faut pas commencer par le sommet, par la base. Parce qu'au sommet, vous allez avoir, quand on va dire qu'il y a un championnat U20, des joueurs qui sont déjà en première division, qui n'arrivent pas à s'en sortir, 23 ans, 25 ans, ils vont aller frauder l'âge pour revenir jouer dans les U20 pour repartir encore. Commencez au niveau de la base. C'est des 15 ans, il faut moins un championnat de 15 ans. Tout le monde vient, on s'enregistre et on a une identité. Et là, la fédération sait qui est qui. Et pour toute sa carrière, au moins, vous êtes sûr de connaître ce joueur-là. Maintenant, comment l'organiser? Nous, on le propose en 3 étapes. 3 étapes. Première étape, c'est de faire un championnat par district. Puisque la fédération est démembrée. La fédération, l'instance supérieure, la ligue et les districts. Commencez par district. Sortir les champions de district. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, ces districts n'existent pas. Voilà. C'est notre problème. Notre problème, elle a été démantelée. Et pour l'instant, n'existe plus par rapport à. Il faut organiser à la nouvelle réglementation. Voilà, il faut organiser des assemblées générales pour pouvoir adopter les tests et faire élire les bureaux. Ça peut se faire à tout moment, rapidement, notamment si on a la volonté, certes. Et maintenant, donc après les districts, il faut aller aux ligues. Et qu'est-ce que font les autres? C'est comme un peu, par exemple, au Mali, les équipes de première et deuxième division qui ont les centres de formation, c'est-à-dire les catégories de jeunes, sont réservées pour jouer au niveau de la ligue. Au niveau des districts, on laisse les centres de formation privés, tout le monde, les clubs, les petits clubs jouer. Mais les équipes de première et deuxième division qui ont des catégories de jeunes qui forment aujourd'hui rentrent au niveau de la ligue. Et donc, on sort un champion de ligue. Et par exemple, à Bamako, on vous sort des groupes, puisque eux ils sont plus nombreux en première division. Donc, comme à Lomé par exemple, vous pouvez retrouver 4 à 5 clubs en première division et peut-être 3 à 4 clubs en deuxième division. Donc ils sont plus nombreux. Donc automatiquement, au niveau de leur championnat de jeunes, on le fait en 2 groupes. Et on sort 2 champions par exemple au niveau de Lomé et un champion au niveau des autres régions. Et on se retrouve maintenant pendant les vacances pour jouer la phase nationale pour sortir le champion définitif. Et par ce tamis-là, vous allez avoir les meilleurs. Vous allez découvrir les meilleurs. Parce qu'au niveau des districts, d'abord, c'est déjà fort. Les gens cherchent à sortir parce qu'il n'y a qu'une seule équipe qui va sortir. Tous ceux qui forment là, ils vont se solidifier. Vous comprenez bien. Maintenant, Ligue, vous sortez encore champion. Et ensuite, et ça, les entraîneurs, les sélectionneurs de ces catégories de jeunes aussi ont matière pendant toute l'année à pouvoir détecter votre. Vous êtes dans l'émission Djena Sport sur la web radio www.radio.djena.fr.
Info. Nous sommes avec Hugo Robillet-Rode. Il est le directeur général de World Sport Management. Il est intermédiaire de joueurs. Eric Adentui est avec nous, secrétaire général de Jeunesse Sporting Ouara. Et puis le confrère Eli Atipo en studio. La fédération et l'État se rejette la balle, le ballon. Alors, personne ne veut être responsable de la situation. La question de l'agrément, de la légalité des centres de formation, sinon des académies de football. Il a été question également lors de la journée de réflexion que vous avez eu à organiser. Le ministère avait des représentants. C'était dans la maison de la Fédération togolaise de football. Les deux se rejettent le ballon. Si les centres sont agréés, voilà, nous on va les accompagner, dit la fédération. L'État également dit, c'est à la fédération d'organiser tout cela. Qui veut réagir? Non, en fait, ils ne se jettent pas le ballon. Oui, ils ne se jettent pas les fautes. Ils savent qu'ils ont tort. Et ça a été martelé dans la salle le jour-là. Ils savent qu'ils ont tort, oui, les deux. D'accord. Ils ont été acculés. Ils le reconnaissent. Et d'ailleurs, M. Zibo, le directeur des sports scolaires et universitaires, a dit qu'il faut repenser l'arrêté. Oui. L'arrêté 002, voilà, l'arrêté du 18 mars, ou bien je crois, 2011 en fait. On retient 2011. Qui donne agrément depuis 2011 centre de formation. Oui. Et aujourd'hui, les gens, c'est un parcours de combattant aujourd'hui pour se faire enregistrer. Ils savent que vraiment, peut-être c'était d'abord un ballon d'essai. Mais donc aujourd'hui, il faut le repenser pour voir les lacunes. Il faut qu'on s'asseye ensemble. Et notamment, donc la fédération sait qu'elle a tort. Et moi, je dis... La fédération. Oui, elle sait très bien qu'elle a tort. Par rapport aux agréments... Non, l'agrément est du ressort du ministère. D'accord. C'est un arrêté du ministère. Voilà. Maintenant, à la fédération de dire au ministère que l'agrément là pose problème à tel ou tel point. C'est un document qui doit confectionner ensemble. Puisque vous savez que le directeur technique national est parfois dans certains pays mis à disposition par le ministère aux fédérations. Et au niveau du ministère, vous avez un directeur national des sports. Oui. Donc les deux doivent travailler pour nous sortir un arrêté à proposer au ministre. Vous voyez. Donc aujourd'hui, n'ayant pas cela, il faut qu'on repense cet agrément-là. Il faut que le ministère et la fédération disent que nous avons des centres. Qui est surplanté par le temps, parce que lorsque vous voulez aller dans les profondeurs de cet agrément dit quelque part, Hugo Robillet-Rode, je pense que c'est l'article 6 au point 13 qui dit la demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente à laquelle est rattaché le centre de formation. La fédération soumet au ministère chargé des sports avec avis les demandes d'agrément présentées en application de l'article 4. Mais vous êtes dans ma mémoire. Ça, c'est ce que le document dit. Non, mais dans la pratique, c'est un modèle qui est basé sur le modèle français. Vous savez très bien que nos lois aujourd'hui ici sont calquées souvent sur les modèles français. C'est ce que j'allais vous dire. C'est la fédération, d'où aussi son tort, parce que c'est la fédération qui propose un centre pour son agrément. C'est elle qui les jauge. C'est elle qui a le directeur technique national, qui voit que c'est elle qui les... Mais on n'a pas de directeur technique national. Voilà, c'est la fédération. Donc, si les centres ont aujourd'hui des problèmes pour recevoir des agréments, c'est la fédération qui doit savoir que peut-être telle ou telle autre partie de cet arrêté-là pose problème. Oui, juste d'accord avec vous. Mais la fédération, quel département de la fédération? Puisque la direction technique nationale n'existe pas. Vous connaissez bien le département, tout le monde la connaît. Mais c'est un département important, ce n'est pas pour rien que la FIFA finance ce département. Aujourd'hui, il y a un bâtiment très joli qui est en train de se construire sur financement de la FIFA. Oui. Pour cette direction technique nationale, voilà. qui n'existe pas. Donc, pour l'instant. Elle va exister forcément. Voilà. Avec les bâtiments, il faudra devoir combler. Comme on l'a dit tout à l'heure, Eli, quand la nature a ouvert du vide, sinon si on n'occupe pas ce bâtiment, c'est l'air qui va l'occuper. Donc il va falloir forcément trouver des personnes à mettre dedans. Et ça va se faire. Et notamment, c'est pourquoi pour l'instant, nous sommes en train d'agir pour que celui qui viendra là-bas, celui qui sera nommé, voilà, il faut qu'il sache qu'il a du boulot. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, vous savez, qu'on a eu à faire des appels à candidature pour ce poste-là. Quel est le profil recherché aujourd'hui? Il y a un blocage aujourd'hui. Il y a un blocage. Donc ça, c'est pourquoi je dis que la fédération aussi a tort. S'il y a eu blocage, c'est peut-être parce que les deux parties, fédération et gouvernement, ne sont pas entendus sur le profil de la personne qu'il faudra nommer. Hugo a parlé du directeur technique national au niveau de la fédération et du directeur national des sports
au niveau du ministère. Et effectivement, le document dit que c'est le directeur national des sports qui est chargé de la mise en application de tout ce qui a été dit ici. Mais sauf que Eric Adontuy, l'État togolais, pour l'instant, n'a pas de directeur national des sports. Oui, Hugo l'a dit depuis le début, c'est une question de volonté. Où est-ce que nous voulons aller en haut? Au juste, si on se lance dans la politique, du sport en général, pas seulement pour le football. Si on a la volonté, j'ai comme l'impression que c'est une prière qu'on veut adresser à Dieu. C'est à Dieu de venir exaucer une prière comme ça pour nous. Ça, c'est une question d'homme. Où est-ce qu'on veut aller? Si on ressent vraiment l'effectivité, ce que le sport peut engranger. Si on prend un pays comme le Brésil, regardons le cas de joueurs brésiliens à l'étranger. Ça se compte en milliers. Et quelque part, ce sont des ressources qui reviennent au pays. Si nous voulons vraiment faire évoluer les choses, on a obligation à faire évoluer les arrêtés, les articles, le directeur. Quelque part, il faut qu'on commence, même si le profil recherché, on n'a pas trouvé l'idéal. On peut prendre n'importe qui, c'est ça? Pas forcément n'importe qui, mais qu'on commence quelque part et des lacunes relevées, on pourra voir comment on peut corriger en allant. Mais si on est là sur place, rien ne change, rien ne bouge, et chacun se rejette la balle, à un moment donné, je me dis, bon, on veut aller où? La nature a horreur du vide. Et c'est là où les académies, les centres et autres ont vraiment des difficultés. Il y a une réalité cruelle, elle est là. La réalité cruelle, c'est que ceux qui sont chargés véritablement de parler de la difficulté de formation, de parler des agréments, n'existent pas, ni au niveau du ministère, ni au niveau de la fédération Elia Tipo. Écoutez, la direction nationale des sports, elle n'existe pas. La direction technique nationale également n'existe pas. Quand cette direction nationale des sports existait, écoutez, c'est un bras de fer entre cette direction et puis les fédérations. Aujourd'hui, si cet arrêté a des difficultés à être appliqué, ne nous voilons pas la face, c'était un bras de fer entre Salo Kofi, qui était à l'époque directeur national des sports, et les autres fédérations, surtout le football. Parce que l'article 14 lui donnait tous les pouvoirs. Le directeur national des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté. Écoutez, et il avait usé de tous ses prérogatives pour finalement ne pas donner un seul agrément. Ça aussi, c'est une dure réalité. Parce que quand vous approchez certaines associations, même je vais commencer par prendre l'équitation qui est d'abord une discipline olympique. Je demandais à c'est toujours une association aujourd'hui, on n'a pas encore une fédération. Pour obtenir l'agrément de passer d'association en fédération, ils en ont souffert. C'est la croix et la bannière. Ils n'ont même pas pu l'obtenir parce qu'une seule personne faisait la pluie et le beau temps. C'est cette même personne qui, quand la fédération dit mettons championnat professionnel, dit non, nous mettons amateur parce que nous voulons voir quel genre de pâtes la fédération mange jusqu'à chez elle. Quel genre de pâtes les clubs sont en train de manger. Et cette application également, c'est la même chose au niveau des centres de formation. C'est peut-être vrai, on va dire, on se rejette aujourd'hui la faute, mais quand on prend l'article, cet arrêté au niveau de l'article 4, on a dit, c'est le ministère qui donne l'agrément à ces centres de formation. Oui. Et ailleurs, on nous dit, c'est la fédération qui doit accompagner. Les dossiers doivent être déposés au niveau, par la fédération. Au niveau de la fédération. Maintenant, au niveau des fédérations. Parce que c'est tous les sports. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Avant que la fédération peut-être ne dépose pour ACNUR de Bafilo, il faudrait que la fédération puisse avoir les moyens d'aller inspecter, d'aller voir, de suivre ce club-là, de voir qu'on remplit certains critères avant d'envoyer. Mais sauf que les frais pour l'inspection, les frais de choses. S'il te plaît, je peux vous couper en même temps. Oui, c'est l'arrêté qui le dit. Oui. C'est l'arrêté qui le dit. Hein. Oui. Je peux essayer de retrouver l'article, en fait. C'est l'arrêté qui le dit. Le dépôt, voilà. L'article 7, Hugo Robirod. L'article 7 dit le dépôt du dossier de demande d'agrément est subordonné au paiement des frais d'étude de dossier et de visite d'inspection d'un montant de 100 000 francs CFA. Cette somme, poursuis l'agrément, est versée auprès de la comptabilité du ministère chargé des sports. Oui, mais laissez-moi vous dire ce que j'ai à vous dire. Et pourtant, on dit également que c'est au niveau de la fédération qu'on doit... Voilà. J'allais vous dire, c'est simple. Ce que j'allais vous dire est simple. Oui. C'est normal que ce soit comme cela. Pourquoi? D'abord parce que nous avons dit que dans la démarche logique de ce qui se fait, par exemple, comme on parle de la France et d'ailleurs, et autres, la direction technique nationale, ce sont des personnes recrutées par l'État.
C'est l'État qui les paye. Même mise à la disposition de la fédération. Que ce soit footballistique ou bien basketball et autres. Oui. Mais vous voulez que l'État vous paye quelqu'un qui mette à disposition et ces personnes-là doivent aller inspecter et qu'on vienne vous payer vous? Non, l'argent revient à l'État, cet argent peut-être servira à les payer leur salaire. Ça suppose que c'est le directeur, c'est la direction technique qui doit aller inspecter. Voilà, et au sein des directeurs techniques, il y a une hiérarchisation, il y a les directeurs techniques régionales. Oui. Donc si le club est à Knour, par exemple, qui est peut-être au nord, il suffira d'aller voir le directeur technique régional pour lui envoyer un courrier disant d'aller inspecter. Il fera son rapport à la directeur technique national ici, qui transmettra au ministère. Oui. Donc, le fait de payer les fonds... Ce n'est pas encore un souci. Ce n'est pas encore un souci. Oui. Même pour nos associations, pour aller dans d'autres activités, se faire enregistrer, on paye des frais. Oui. Donc, payer au ministère n'est pas un souci. Mais il faut que le ministère, en contrepartie, fasse le travail de recruter des personnes et mettre à disposition de ces fédérations-là pour faire ce genre de mission. Ce qui n'est pas fait jusque-là. Et selon d'autres centres, les paiements ont été faits. Et là, c'est là à qui aujourd'hui, parce que moi j'ai eu des centres qui ont dit qu'ils ont même payé par 2 fois. Nous sommes sur les antennes, hein. Ils ont payé, mais jusque-là, aucun agrément, aucune inspection. Eric Adontui. Oui, mais je l'ai dit, je vais redire la même chose, c'est une question de volonté. On veut aller où? Maintenant, c'est à la fédération ou du ressort du ministère, par rapport à la politique sportive que nous voulons mettre en place, qu'on cherche la personne concernée, comme je l'ai dit, pas forcément aller chercher n'importe qui, mais qu'on prenne quelqu'un qu'on essaie. Ça peut se faire au niveau national, ça peut se faire au niveau régional, comme le grand frère le disait tout à l'heure. Et là, maintenant, nous aurons la facilité de voir qui toucher. Bon, il faut dire que nous vous aussi, les centres. Oui, nous, on a déjà sauf qu'il y a des articles également qui vous attendent. Voilà, on a déjà payé aussi. Vous avez payé. Oui, on a payé. Et il n'y a pas eu d'inspection. Il n'y a rien jusqu'à voilà. Donc, si par exemple, j'ai tiqué comme moi tout à l'heure qu'il y a eu des gens qui ont payé à 2 fois. Ils ont payé par 2 fois. Ils n'ont pas eu d'inspection. Vous savez, l'argent payé par le contribuable que nous sommes pour un service de l'État, on doit pouvoir en rendre compte. Si l'État, par un arrêté ministériel, c'est pas, je ne sais pas, un papier en cachette, c'est un arrêté ministériel qui implique un ministère, qui demande de payer pour faire une inspection, et que l'inspection n'est pas faite, là, on doit pouvoir s'adresser à un médiateur de la République pour pouvoir résoudre cela. Ça, pour pouvoir réclamer l'inspection ou réclamer l'argent. Voilà. Normalement, l'inspection doit se faire. Si peut-être on peut vous refuser l'agrément. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'inspection a obligation d'être faite pour qu'on puisse savoir est-ce que vous avez payé aux normes. Et quand, après l'inspection, pour la refuser, on devra vous donner les motifs. Voilà, peut-être qu'il vous manque les structures, les dortoirs pour les enfants, ou bien les partenariats que vous avez signés avec telle école, machin, autre. Dès que critères, on va vous les définir. Et vous allez vous corriger, vous allez vous améliorer et revenir une prochaine fois. Voilà. C'est comme ça. Donc, si cela ne se fait pas aujourd'hui, on a l'obligation de pouvoir attirer l'attention du nouveau ministre pour lui dire voilà ce qui a été fait. Aujourd'hui, l'ancien directeur technique national des sports est parti. Ce n'est pas à cause d'une seule personne qu'on va arrêter un département. Voilà. Peut-être que dans la vie, on peut être bon ou mauvais dans la fonction que l'on occupe. Maintenant qu'il est parti, il faut trouver la personne idoine qui puisse répondre à ce fait-là. D'accord? Il faut qu'on attire. Moi, je ne savais pas cela. Ça, c'était aussi un nouveau point qu'on doit pouvoir aborder dans nos cahiers déjà. C'est très important. Parce que c'est un souci qui est là. Et aujourd'hui, lorsqu'on revient de façon technique, si on n'a pas de directeur technique national, si on n'a pas de directeur national des sports, est-ce qu'il faut encore parler, d'essayer de faire si ça suppose qu'il faut attendre? Parce que c'est ces 2 entités qui sont censées étudier et accorder ce qu'on appelle les agréments au centre. Non, pas du tout. Oui, je me permets de mobiliser la parole. Avant d'écouter Elie. Pourquoi? Parce que dans la salle, les fonctionnaires d'État du ministère nous ont dit que chez eux, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, il faut relancer. Ne dites pas que j'ai écrit une fois, je vais attendre. Le fait de relancer fait bouger les lignes. Donc c'est pourquoi ils ont apprécié cette journée de réflexion qu'on a organisée. Ne pas se dire que on avait fait dans le temps, on a déjà écrit, rien ne bouge. Et peut-être que cette fois-ci, ça sera la bonne. Donc, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. C'est bon. Maintenant, quand on revient de manière technique sur l'absence d'un directeur national des sports et l'absence d'un directeur technique national, au niveau de la Fédération togolaise de football, les autres fédérations, elles en ont. Mais encore, faut-il voir comment. Revenons d'abord sur le directeur technique national. On dit directeur technique. Directeur, ce qui voudrait dire normalement en dessous, il y a des gens qui travaillent pour le directeur.
Mais dans aucune de ces fédérations, vous ne voyez qui travaille sous le directeur technique national. On dit directeur technique national, point. Hugues Rode, il est le directeur technique national au niveau du handball. Il attend, quand on organise le championnat national de hand, les gars, je regarde, Rémi, il est bon, Latif, il est bon. Bon, ok, on a une compétition derrière, et avec le coach, on s'entend, on sélectionne. C'est fini, ça s'arrête là. Et tout ça, c'est ça qui me fait dire, tant qu'au niveau de l'État, il n'y aura pas une politique nationale sportive bien définie, on pourra nous mettre 1000 directeurs techniques nationaux dans chaque fédération qu'on ne fera rien. Quand le directeur technique national il finit son travail, il rencontre à qui? Là, même au niveau de la fédération, on laisse FTF, il y a la FIFA qui finance ça, et donc dans une certaine mesure, on laisse la charge là sur la FTF pour dire, nous on ne peut pas payer quelqu'un, l'État peut-être ne veut pas payer, donc quand on prend Eric, la fédération, l'agent de la FIFA va servir à payer, et puis tout ça s'arrête au niveau de la fédération. Lui aussi, il est là, directeur technique. On a eu, excusez-moi, Eli Tchalanou, pendant combien d'années, sans avoir, sous lui il y a qui? Personne. On a eu que des projets. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit le sport qu'on prendra, on va tourner au ralenti, tant qu'on ne va pas mettre en place une politique sportive nationale qui nous dise, aujourd'hui, le sport rapporte beaucoup d'argent. Je ne sais pas, Hugues Rode, il est dedans, il en jouit certainement, peut-être. Il est tout mignon d'ailleurs aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Toujours. Et donc aujourd'hui, quand Eric a donné l'exemple du Brésil, c'est vrai, quand on paie aujourd'hui un joueur à plus d'1 million d'euros par an, c'est peut-être vrai, on dit ça rentre dans sa poche, mais derrière on oublie qu'il investit dans son pays, il recrute certaines personnes sortent ainsi du chômage et autres. Et donc aujourd'hui on doit comprendre que non seulement le sport peut faire gagner de l'argent, ça fait reconnaître certains pays. Aujourd'hui, quand vous allez dans certains pays, si vous dites Faure Gnassingbé, personne ne le connaît. Mais quand vous direz peut-être Adebayor, tout le monde dit ah c'est ce pays. Donc vous comprenez à partir de ce moment que l'État doit comprendre que si quelqu'un décide de ne pas faire la politique et qui décide de faire du sport, c'est aussi son droit. De même qu'on doit protéger celui qui fait la politique, de même on doit protéger celui qui fait du sport pour que lui aussi il puisse en jouir. On parle de COFI, il faudrait parler de Comelin également. Nos centres de formation n'ont pas d'agrément pour l'instant, d'accord, mais nous avons également quel type de centre de formation. L'arrêté également a pris en compte ces aspects, même si c'est un peu rigide lorsqu'on le dit. Lorsqu'on prend par exemple l'article 2 de l'arrêté qui dit, au sens du présent arrêté, on n'entend pas centre de formation sportive toute structure mise en place par une association ou société sportive, l'État, les collectivités locales qui accueillent des jeunes sportifs en vue de leur assurer, d'une part, une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de la discipline choisie et, d'autre part, un enseignement scolaire ou professionnel ou une formation universitaire. Vous permettez que je liste un peu, on dit à ce titre, les centres de formation sportive assurent la promotion et le développement des activités physiques et sportives, la formation à la pratique des activités physiques et sportives, la détection des jeunes talents, la formation et le perfectionnement des sportifs pour le haut niveau, la préparation et la reconversion des sportifs dans la vie sociale, ainsi de suite, etc., etc. Formation sportive, formation académique, c'est lié. Tout à fait. Ça, c'est le rôle défini même par la FIFA notamment aussi pour ce qu'est un centre de formation. Il y a des différences entre ce que c'est qu'un centre de formation et une académie. Une académie. Voilà. Un centre de formation doit pouvoir former les jeunes, notamment, soit à une insertion sportive ou soit aussi une insertion professionnelle mais dans d'autres métiers, dans la vie notamment active, dans la vie active. Si cela échoue en football, parce que dans un centre, quand vous avez 100 joueurs, 100 élèves apprentis, c'est pas tous qui réussissent. Peut-être la probabilité majeure, c'est peut-être 90 qui vont réussir à intégrer le monde professionnel du football et vivre de cela. Et 10 plutôt. 10 sur les 100. Les autres 90, qu'est-ce qu'il faut en faire? Et comme vous avez un devoir, et que l'État aussi a un devoir de regardant, pour que le devoir sociétal par rapport à ces jeunes-là, il faut qu'au moins qu'ils apprennent un métier. Pas simplement aller à l'école. Ils peuvent apprendre. Il y en a qui sortent. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire qu'on citait par exemple hier Kamavinga de Rennes qui vient de réussir à son bac ES.
Le Congolais? Le français d'origine angolaise. Angolaise, voilà. Et qui est aujourd'hui l'une des valeurs sûres de Rennes et qui est recherchée par le Real Madrid. Donc aujourd'hui, dans les centres de formation, notamment, il faut former le jeune à devenir footballeur, mais en même temps, il faut aussi le former à un autre métier. À une éventualité. Une éventualité. Quand vous le libérez, il doit pouvoir faire autre chose. Voilà. Donc ça, c'est le double rôle des centres de formation. C'est pourquoi c'est un peu plus rigide. En Europe, les centres de formation existent sous 2 types. Professionnels, des clubs professionnels notamment. Pour jouer en Ligue 1, Ligue 2 aujourd'hui, vous devez forcément avoir une licence club professionnel. Oui. Donc dans la licence, dans les critères pour avoir la licence club professionnel, il faut avoir un centre de formation. Et secondo, il y a les centres de formation amateurs. C'est ceux dont les collectivités financent, notamment. Vous comprenez bien. Donc, à part ça maintenant, ceux que aujourd'hui nous avons académie et école de football, eux, ils apprennent notamment simplement aux enfants à jouer au football. Voilà. L'enfant apprend là-bas à jouer au football. Donc, celui-là ne peut pas avoir un agrément du ministère dans... Ça suppose que le ministère doit fermer certaines... non, pas forcément. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui... Ils peuvent exister, mais n'auront pas d'agrément. N'auront pas d'agrément. Parce que quand vous dites que vous avez un agrément de l'État, ça suppose que l'État vous accompagne en disant qu'ils vous ont donné une certaine labellisation. Donc, si demain ça échoue, l'État aussi est responsable. Notamment. Donc, si aujourd'hui vous ouvrez une école de football privée, où les gens disent que moi, mon enfant ne reçoit pas à l'école. Au lieu qu'il aille apprendre peut-être la menuiserie, je veux qu'il apprenne le football, il vient s'inscrire dans votre école de football professionnel, et privé plutôt, il apprend un métier. S'il réussit ou pas, ça ne concerne pas l'État, parce que voilà. Mais si vous voulez avoir un label centre de formation, aujourd'hui, il vous faut des moyens. C'est pourquoi souvent, les centres de formation requièrent beaucoup d'investissement, beaucoup de financement. Il faut qu'on vous accompagne à chercher aujourd'hui le financement pour venir investir, notamment. Et maintenant, les 2 critères, soit, comme on le dit, il y a des centres qui peuvent avoir tout, parce que le monsieur a les moyens. Peut investir 500 millions à 1 milliard pour avoir les dortoirs, l'école en son interne, les terrains d'entraînement. C'est ce que, par exemple, Liberty Sport Academy a aujourd'hui. Voilà. Ils ont une école, ils ont deux terrains d'entraînement et choses. Les dortoirs pour les enfants et tout. Il y a Swallows également qui est sur la voie, qui sont en train de construire également. Voilà. Donc, il faut arriver, c'est le modèle parfait pour la première catégorie. Il y en a qui ne peuvent pas l'avoir et qui peuvent commencer notamment. Alors, ils font quoi? Un partenariat avec une école où ils inscrivent les enfants là-bas. Donc, il faut que l'école... C'est ce que, par exemple, Futur Stars d'Agogne fait pour l'instant. Voilà. Donc, il faut que l'école l'accompagne dans le dossier à soumettre, notamment au ministère pour avoir l'arrêté et l'agrément et autres. Donc, il y a des critères. Il faut pouvoir de quelle façon, agencer tout cela pour avoir cet agrément-là. Peut-être que vous n'avez pas vos structures. Les structures appartiennent à la municipalité ou bien à quelqu'un d'autre. Vous signez un partenariat avec eux, un contrat de 1 an, 2 ans. Vous mettez dans ce dossier-là pour que vous alliez au ministère pour dire que voilà là où on s'entraîne, voilà là où les enfants étudient à l'école, voilà là où les enfants dorment. Donc, il faut qu'on essaie de voir. Terrain Kakaveli, par exemple, pour Futur Stars d'Agogne. Vous avez un partenariat également. Et puis, vous avez chez vous également ce qu'on appelle la préparation vers la reconversion. Au niveau de Ouara, je connais un peu le projet. Merci beaucoup. Sinon, c'est un gros projet qu'on a parce que l'idéal pour nous, c'est que tous les enfants du centre soient d'abord des élèves. Mais il est arrivé qu'on a des talents du centre, mais qui, vu leur âge, c'est un peu plus difficile de les forcer à continuer l'école. Mais là, il faut une reconversion, comme le grand frère le disait, comme l'arrêté également le disait. On était obligé de les envoyer dans des apprentissages où, avec leur patron, on a vu un peu les jours d'entraînement, suivant le programme que nous avons. Donc, les patrons ont obligation de les libérer à tel jour, pour qu'ils viennent s'entraîner. Également, au niveau des écoles, nous avons déjà des partenariats que nous avons avec les écoles. Toutes les écoles dans lesquelles nos enfants sont, on a des partenariats. Nous venons pour les suivre, voir comment l'enfant se comporte au niveau de l'école. Nous recevons les bulletins, nous les étudions, pour voir qu'est-ce qui peut être fait. S'il faut peut-être laisser quelqu'un pour les encadrer à la maison et autres. Donc, c'est des trucs comme ça que nous faisons, de façon à pouvoir accompagner l'enfant, si jamais au niveau du foot ça ne réussit, qu'il ne soit pas quand même délaissé. Comme on a, la plupart, on a beaucoup de joueurs, dont je ne veux pas quand même donner des noms, qui ont joué la D1 chez nous, mais aujourd'hui,
quand on les retrouve dans la rue, c'est difficile de dire qu'on est responsable d'un centre de football. Il y a Euro qui veut. Oui, qui sauf veut que voilà pourquoi d'ailleurs même le texte doit évoluer et tout. Ouais, il on ne peut pas parler de reconversion à ce stade-là. Oui. Le stade de la formation de 12 à 18 ans, on ne peut pas parler de la reconversion. Parce qu'il n'a pas encore été footballeur pour parler maintenant de reconversion. L'apprentissage d'autres métiers, voilà, autre que le football. Et pour pouvoir à ceux qui puissent s'insérer ailleurs. La reconversion doit en parler au niveau des joueurs professionnels ou bien d'élite de première et deuxième division. Oui. Par exemple, comment les accompagner après leur carrière. Quand on sait qu'aujourd'hui, la carrière peut s'arrêter même à 30 ans parce que le football, c'est devenu une question d'âge aujourd'hui. Oui. On dit à 30 ans, il est déjà vieux, machin et autres. Donc, il faut aider la personne après à faire un métier pour qu'il ne devienne pas une charge pour l'État ou qu'il se plaigne que j'ai servi la nation, personne ne me regarde, machin et tout. Donc, la reconversion, c'est de notre métier. Et puis, l'État veut protéger quelque chose. On parle d'agrément, même si vous remplissez tous les critères, c'est un agrément pour 4 ans renouvelable. C'est un peu comme les fréquences au niveau des médias. L'État refuse de tout vous libérer. Non, ça, on vous donne, on renouvelle si vous ne faites pas bien, ou bien même si votre tête ne plaît plus, on ferme. Non, là, ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui est normal? Ce n'est pas qu'au Togo. Aujourd'hui, je donnerai l'exemple de Ouara. Ouara aujourd'hui peut présenter un dossier assez intéressant, mais dans la pratique, on se rend compte que Ouara fait du faux. Ils font du faux. Les enfants sont détournés. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est ce qui se fait chez Il n'a qu'à changer d'exemple. Il n'a qu'à changer d'exemple. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Parce que je peux que les éditeurs. Voilà. On corrige. Ok. On prend un centre X. Voilà. C'est encore mieux. Non, attention. Oui, Eli. Alors, si on prend un centre X à qui on accorde un agrément et qu'on se rend plus tard compte qu'il y a eu du faux d'abord dans le dossier et sur l'inspection, d'ailleurs, il y a eu des gens qui nous ont trompés, on peut directement fermer. Mais l'État n'est pas obligé de délimiter dans le temps avant de fermer un centre n'opère pas. Sur le coup, il peut fermer. Mais sur un autre coup, voilà, on se rend compte peut-être que ce centre-là ne peut pas tenir. Ce centre n'est plus viable. Les garanties ne sont plus là pour que ce centre continue au-delà de 4 ans. Peut-être après 2-3 ans, on se rend compte que ce centre n'a plus de moyens. Ce centre ne peut plus inscrire les enfants et autres. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ok, finissons au 1er janvier 2022 et c'est fini. On ne peut plus leur octroyer cet agrément. Par contre, au même moment, il y a un centre Y qui est en train d'émerger, mais qui a besoin de cet agrément. Pourquoi ne pas céder peut-être la place? Et c'est tout à fait normal que l'État, parce que c'est vrai, on est sur un territoire donné, on ne peut pas donner agrément à tout le monde, vas-y, à n'importe quel. D'ailleurs, les députés aussi sont limités dans le temps. Mais est-ce que justement, ça ne refroidit pas certains ardeurs? Est-ce que lorsqu'on dit par exemple le centre de formation Real de Madrid, qui est là, fonctionnel, et qui, voilà, on dit c'est 4 ans après, il faut renouveler. Alors, le centre fonctionne normalement, mais 4 ans, l'État décide de ne pas renouveler. Non, l'État ne décide pas de ne pas renouveler. Bon, on sait ça, c'est la meilleure des choses. Oui. C'est-à-dire que vous êtes limité dans le temps, dans votre agrément, pour qu'on vous amène à savoir que vous êtes sous contrôle. C'est pour bien faire, aller vers l'excellence. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez chercher à avoir cet agrément. Dans cette recherche-là, vous passez par des moyens frauduleux. Vous signez des partenariats peut-être parce que vous n'avez pas vos structures à vous avec des gens frauduleusement alors que ces enfants ne sont pas de là-bas. Il faut être regardant. Il faut qu'à un moment donné, on puisse vous faire le bilan. Et ça se fait partout, d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il va falloir qu'on fasse même la catégorisation des centres. C'est-à-dire que tout le monde a l'agrément, mais vous n'êtes pas dans la même catégorie. Catégorie 1, 2 et 3. En ce moment-là, ça nous permet... Peut-être que quelqu'un qui a eu l'agrément en étant catégorie 3 peut devenir catégorie 1 à un moment donné. Parce qu'il a grandi. Et quelqu'un qui était à catégorie 1 va descendre. Et ou bien certains vont même totalement perdre l'agrément parce qu'ils ont totalement arrêté de faire le travail parce qu'on connaît. C'est une entreprise. Un centre de formation, c'est une entreprise. Et l'entreprise, quand elle est mal gérée, elle coule. Et quand elle coule, qu'est-ce qu'on fait? On fait un dépôt de bilan. Donc on ne va pas continuer à avoir l'agrément, à se balader, ou bien même la sous-traiter, la revendre à quelqu'un d'autre parce qu'on a un agrément à vie. Vous voyez à peu près. Donc, aujourd'hui, on est dans le vide, dans le néant. Tout le monde est là, tout le monde est centre, tout le monde est école, tout le monde est académie.
puisque l'État ne veut pas véritablement jouer son rôle, puisque la fédération ne veut pas jouer son rôle. Tout est là, hein, on a encore une petite minute, tout est là, tout le monde est là, comme ça. Eric? En tout cas, ce qui sera très intéressant, c'est ce pourquoi d'ailleurs nous tous on s'est retrouvés sur ce plateau, c'est de les inciter à repenser la chose. On en a besoin, les centres en ont besoin, les familles en ont besoin, l'État en a besoin. C'est de la joie pour nous tous de regarder nos enfants demain jouer la Champions League et autres. Pas seulement pour de l'argent, mais également il y a quelque chose qui en ressort. Et si nous voulons y arriver, il y a du travail à la base qu'on doit faire. Et c'est à juste titre que nous remercions Hugues Rode pour l'initiative qui est lancée. Nous l'encourageons vraiment, seulement on n'a pas été invité. La prochaine fois, il faut faire un effort comme ça. C'est qu'Eric avait beaucoup de choses à dire. Hein, pour que à l'actif, bien sûr, de la journée de réflexion. Voilà, pour que ça soit fait et nous tous, nous allons en jouir d'une manière ou d'une autre. Et Elie? Écoutez, je crois qu'il faudrait sincèrement repenser cet arrêté. Les choses ont évolué depuis 2011, on est en 2020, ça fait 9 ans. Il y a les réalités qui ont changé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cet arrêté n'a pas accordé un seul agrément. Ça n'a jamais été appliqué dans les faits. C'est assez extraordinaire. Ça n'a jamais été appliqué dans les faits. Maintenant, il faut y repenser et surtout associer une volonté politique derrière. Pour moi, le sport aujourd'hui est devenu une grosse entreprise et nous sommes à la traîne dans toutes les disciplines. Quand vous regardez aujourd'hui, le Bénin à côté, le Burkina à côté, ils sont en train de nous battre partout. Or, il y avait quelques années, quand on parlait du Togo, ces pays, que ce soit le foot, le basket et autres, ça n'existait pas. On est à la traîne. Je vais encore le répéter. Je ne suis pas obligé de sortir pour faire une marche politique. Je veux être sportif. Je veux avoir le même droit que celui qui fait une marche politique. Hugues Orobi Rhodes. On finit comme ça l'émission. Je vous remercie pour nous avoir donné l'opportunité d'expliquer un peu plus, de marteler encore une nouvelle fois aux autorités l'importance que nous accordons aujourd'hui à la formation, l'importance de mettre en place cette structure de cette technique nationale et puis de cette technique sportive nationale. Donc aujourd'hui, c'était une bonne chose. On est sur un processus que monsieur Honoré, monsieur Adontu plutôt, Eric Adontu, c'est le jeune frère de Honoré. voilà ne se lamente pas. On était pris aussi par les mesures barrières. Oui. Il fallait limiter un peu tous les participants. Oui. Il y a tellement d'experts à inviter et tout. Donc, on va travailler on va tous les associer et pour que les résolutions soient mises en place. L'écoute que nous avons aujourd'hui de la Fédération du ministère nous permettre d'arriver en fin 2020 à mettre en place toutes ces structures-là. Sinon, moi, je m'étais infiltré dans la salle pour suivre tous les débats. Voilà, tous les moyens sont bons. Bon journaliste d'investigation. Voilà. Merci à vous, Hugues Orobi Rhodes. Je rappelle que vous êtes intermédiaire de joueurs, directeur général de World Sport Management. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Eric Adontu, le jeune frère, bien sûr, de Honoré Adontu, notre confrère. Il est le secrétaire général de Ouara. Les vainqueurs, hein? Bon courage à vous. Merci. Et puis voilà, lui on l'appelle le jeune homme. Eric, c'est plutôt Eli. Il y a aussi Eric dans son nom. Hein? Eli Atikbo, je rappelle que c'est le jeune homme, mais c'est le responsable des programmes ici à Djena. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Rémi Humpati qui était à la réalisation et à la technique. Vous nous avez suivis sur le www.radio.djena.info. Vous pouvez nous retrouver également sur Djena TV ou bien TV Djena pour nous retrouver en vidéo. Merci, on se retrouve forcément le mercredi prochain pour d'autres sujets. Merci.